Bonjour et bienvenue à l'épisode 12 de notre série Back to Basic Sustainability. Lors des deux précédents épisodes, nous avons traité du E et du S de ESG. Il est temps à présent de parler du G. Voyons ce qui se cache là derrière, plus en détail. Dans l'épisode 9 de cette série de vidéos, nous avons introduit le reporting ESG à haut niveau. Cet épisode-ci se concentre sur le troisième pilier, c'est-à-dire la gouvernance. Comme indiqué précédemment, le reporting de gouvernance inclut la direction de l'entreprise, la composition du conseil d'administration, y compris la diversité et sa structure, la corruption, les dons et le lobbying politique, la rémunération et les politiques de la direction, la stratégie fiscale, y compris la structure des comités d'audit, les contrôles internes et les politiques réglementaires, et les programmes de lanceurs d'alerte. Nous pouvons ajouter à cela l'impact économique sur les communautés. Donc, la gouvernance concerne bien sûr la performance économique de l'entreprise et la manière dont elle est gérée. Cette partie du reporting est conforme au reporting économique général de la société. Les sociétés déclarent leurs revenus, les coûts d'exploitation, les salaires, les avantages sociaux des salariés, les paiements aux fournisseurs de capitaux, les paiements au gouvernement et les investissements communautaires. La valeur conservée est la différence entre les produits et la valeur répartie. Le rapport ou ces déclarations se font au niveau du pays, de la région et du marché. Cependant, le changement climatique impose d'autres contraintes aux entreprises. Elles doivent identifier et signaler les risques et les opportunités liées au changement climatique qui peuvent affecter les opérations, les recettes ou les dépenses. Chaque risque ou opportunité et son impact doivent être décrits. Il convient d'évaluer l'incidence financière de l'absence d'action. Les entreprises indiquent également comment le risque ou l'opportunité est géré et quels sont les coûts des actions d'entreprise pour le gérer. Le cas échéant, la stratégie des régimes de retraite doit être divulguée, la couverture des fonds de pension, la cotisation des salariés, de l'employeur, etc. Enfin, l'aide financière reçue du gouvernement doit faire l'objet d'un rapport. Celui-ci comprend les allègements, les crédits d'impôt, les subventions à l'investissement, les primes, les congés de redevance, les incitations financières. Les entreprises déclarent également si les gouvernements font partie de la structure des actionnaires et dans quelle mesure. Une autre partie du rapport de gouvernance est liée à l'impact économique local des entreprises. Il est examiné du point de vue du salaire pour les salariés et les non-salariés en indiquant le rapport entre le salaire du niveau d'entrée par sexe et le salaire minimum, le cas échéant. Mais aussi la provenance des cadres supérieurs est un point d'attention, car elle peut avoir un impact positif si ce sont des locaux par exemple. La composition du conseil d'administration est une autre couche de gouvernance où l'égalité et la diversité doivent être respectées et publiées. Un autre domaine concerne le développement d'investissements d'infrastructures et de services pris en charge tels que les transports, les centres de santé, la protection sociale. Leurs effets actuels et escomptés sur les communautés et les économies locales doivent être évalués. La nature des investissements et des services doit également être documentée. Enfin, les pratiques d'approvisionnement doivent être signalées afin d'évaluer leur impact local. Le pourcentage du budget d'approvisionnement dépensé pour les fournisseurs locaux, pour les opérations, doit être fourni. La troisième partie concerne les risques. Les risques dus à la corruption, au comportement anticoncurrentiel et aux taxes. Le rapport sur la corruption vise à clarifier les processus mis en place pour évaluer la corruption potentielle. Cela inclut le conflit d'intérêts que les employés ou les personnes liées aux activités, aux produits ou aux services de la société peuvent avoir, les dons caritatifs et les parrainages, financiers ou en nature, qui sont faits à d'autres organisations ne sont pas utilisés comme une forme déguisée de corruption. Les entreprises doivent rendre compte de la formation qu'elles mettent en place en matière de lutte contre la corruption. Un comportement anticoncurrentiel désigne les actions d'une organisation ou de ses employés qui peuvent entraîner une collusion avec des concurrents potentiels dans le but de limiter les effets de la concurrence sur le marché. L'entreprise doit rendre compte des actions en justice, en cours ou menées à bien, au cours de la période de référence
en ce qui concerne les comportements anticoncurrentiels et les violations de la législation antitrust et de monopole, et les résultats de ces actions en justice. Les taxes payées par une organisation reflètent que la rentabilité dépend de nombreux facteurs externes à l'organisation, notamment l'accès aux travailleurs, aux marchés, aux infrastructures de services publics, aux ressources naturelles et à une administration publique. Les entreprises font l'obligation de se conformer à la législation fiscale et ont la responsabilité, à l'égard de leurs parties prenantes, de répondre aux attentes en matière de bonnes pratiques fiscales. Les entreprises doivent établir des rapports sur leur stratégie fiscale. Il s'agit notamment de savoir qui examine et approuve la stratégie de l'entreprise, comment elle est liée aux stratégies de gestion et de développement durable de l'organisation, et qui est responsable du respect de la stratégie fiscale. Les mécanismes d'examen et d'approbation de l'application de la stratégie doivent être documentés, ainsi que les mécanismes permettant de faire part de leurs préoccupations quant au comportement commercial de la société et à son intégrité fiscale. Enfin, les entreprises doivent décrire leur approche et l'engagement des parties prenantes et la gestion des préoccupations des parties prenantes en matière fiscale. Pour tous ces sujets, des mécanismes d'alerte, je veux dire des programmes de lanceurs d'alerte, doivent être implémentés. Pour établir tout ce reporting, les données collectées dans l'ensemble de l'entreprise et à l'extérieur doivent être mises à disposition. Il s'agit d'un exercice typique de data warehouse. Les données collectées doivent être transformées pour produire des KPI demandés, donc les indicateurs de performance clés. Cela signifie que des règles de calcul sont appliquées. Nous avons déjà abordé ces sujets dans les épisodes des saisons précédentes des vidéos Back to Basics. N'hésitez pas à les revisionner, elles sont toujours disponibles. SAP Business Technology Platform est la plateforme qui traite tous ces sujets liés à la gestion et à l'utilisation des données telles que l'acquisition, le stockage, les calculs et l'affichage à des fins de reporting et d'analyse. Parmi les différentes sources disponibles et possibles, les solutions SAP telles que SAP S4HANA, SAP Ariba, SAP SuccessFactors et SAP Fieldglass peuvent être très utiles pour ce sujet de gouvernance. SAP Sustainability Control Tower est la solution intégrée permettant d'acquérir, de transformer toutes les données liées à la durabilité à des fins d'analyse et de reporting. Bien sûr, elle est basée sur SAP Business Technology Platform. Maintenant que nous en savons un peu plus sur le G, et bien sûr sur le E et le S des deux épisodes précédents, sur le ESG de ESG Reporting, il me reste à vous remercier de nous avoir suivis jusque-là et je vous donne rendez-vous lors du prochain épisode au cours duquel nous allons parler de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Deux sujets très importants quand il s'agit de la durabilité dans l'entreprise. Alors, à tout bientôt. Merci.